Eh bien, nous reprenons et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui pour le séminaire Jacques Semelin. Alors, Jacques Semelin est un historien. Il m'a envoyé l'autre jour un article où il était traité de sociologue et il n'était pas tout à fait content, mais il est aussi en sciences politiques, il est aussi en psychopathologie, enfin, il est très interdisciplinaire. Et si j'ai voulu l'inviter dans le cadre du séminaire de cette année, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle les massacres, le crime de masse, hein, mais il leur donne le nom de massacre, hein, génocide, crime de masse, massacre. Et en particulier, il est l'auteur d'un livre qui est un petit peu la synthèse de beaucoup de ses travaux, qui s'appelle « Purifier et détruire, usage politique des massacres et génocides ». C'est un livre publié en 2005, qui est très complet, très complet. C'est un livre comparatiste, hein, puisqu'il y a trois grands fils qui sont tracés tout au long de ce livre. Le fil de la Shoah, le fil de l'ex-Yougoslavie et le fil du Rwanda. Et dans chaque chapitre qui aborde le massacre sous ses différents aspects, hein, politiques, imaginaires, sociaux, et bien à chaque fois on a ces comparaisons. Bon, il a donc travaillé très longtemps sur ces massacres, mais il y a aussi un autre fil à travers ses recherches et ses travaux, qui est celui de la résistance à l'hitlérisme, hein, puisque c'était le premier de vos ouvrages, hein, sur la résistance civile face à Hitler, livre de 1989, et beaucoup plus récemment, un livre dont on a abondamment parlé il y a quelques années, intitulé « Persécution et entraide dans la France occupée, comment 75% des Juifs de France ont échappé à la mort », publié en 2013. La plupart de ces livres sont publiés aux éditions du Seuil. Donc c'est un autre fil, je dirais un fil plus optimiste, puisque c'est toujours pris du côté de la résistance et de l'entraide, cette fois-ci. Voilà les deux fils. J'ajouterai, puisque nous en parlions tout à l'heure dans les coulisses, que Jacques Semelin est aussi l'auteur d'un texte autobiographique, toujours publié au Seuil, intitulé « J'arrive où je suis étranger », hein, publié entre ces deux grands massifs sur le massacre et sur la résistance. Il est professeur à Sciences Po, directeur de recherche au CNRS, au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Et le titre qu'il nous a donné pour aujourd'hui est une grammaire du massacre, titre qui reprend en partie l'un de ses premiers articles fondateurs de ce livre, hein, un article publié dans la revue Le Débat en 2003, donc 2 ans avant ce livre, intitulé « Éléments pour une grammaire du massacre », où on trouvait déjà la composition de ce livre, enfin, les grandes parties qui feront ce livre. Donc c'est un retour à des travaux qui sont déjà un peu anciens pour vous, une reprise dans le cadre de notre séminaire. Et je suis très heureux de vous accueillir et de vous donner la parole. Merci. Merci infiniment pour votre invitation et merci pour cette présentation très précise. Vous venez de le dire, une des questions qui me fascine, qui m'obsèle, est celle de notre propre barbarie. Je ne dirais pas la barbarie des autres,
la barbarie des sauvages? Non. Notre propre barbarie, au sens où elle est spécifique à notre espèce humaine. Et donc la question qui dérive de cela, sur laquelle j'ai focalisé mes travaux, c'est celle du massacre, compris comme ce moment particulier à travers lequel des individus qu'on va qualifier d'ordinaires vont massacrer d'autres individus, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, sans défense. La figure prototypique et biblique serait celle du massacre des innocents. Cette question est d'autant plus importante que nos propres sociétés ont récemment été frappées par cet événement que je qualifierais de monstrueux. Et alors qu'on pensait en être exempt, depuis la fin de la guerre, on pensait que le massacre c'était pour les autres, c'était pour l'Afrique, c'était pour le Moyen-Orient, mais c'était plus pour nous qui pensions avoir en quelque sorte éradiqué la guerre de nos propres sociétés. Donc c'est une question à la fois actuelle, mais ô combien ancienne, puisque si on se penche justement dans la Bible, on va nous parler de massacres, on va nous parler même parfois de massacres qu'il s'agit de commettre au nom de Dieu. Regardez le Deutéronome. Donc voilà le sujet qui me passionne et que, évidemment, il est extrêmement difficile d'aborder en tant que chercheur, dans la mesure où on est pris tout de suite par l'émotion, on est pris tout de suite par la révolte, par le scandale. Et cette sidération tétanise la pensée. On ne sait pas comment analyser cet événement. Et c'est pourquoi je pense qu'en tant que chercheur, particulièrement aujourd'hui, nous avons une sorte de responsabilité à développer les travaux sur ce sujet. Nous avons à les développer de manière pluridisciplinaire, c'est l'évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce type d'événement sans multiplier différents regards. Il se trouve, vous l'avez signalé, que j'ai acquis au fil des ans une formation pluridisciplinaire en psychologie, en histoire et sciences politiques, et ça m'aide évidemment beaucoup pour appréhender ce type de phénomène. Mais je n'ai rien contre les sociologues. Bien sûr, je pense à l'anthropologie, à l'archéologie, enfin à la linguistique. Toutes les sciences sociales pourraient et devraient être mobilisées pour essayer de comprendre cette monstruosité. Et aussi la littérature. Car il me semble que la littérature nous aide à appréhender de manière tout à fait singulière des aspects que, en sciences sociales, il est plus difficile d'aborder. Ce que je dirais les mystères de l'âme humaine, ses tumultes, ses passions, ses raisons. Et c'est un petit peu de cela dont je voudrais vous entretenir, c'est-à-dire en essayant de faire des ponts avec vous, en distinguant malgré tout ce qui relèverait en général de la littérature sur le mal, et là il y a beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. Je suis particulièrement sensible à la littérature russe, en particulier à Dostoïevski, dans ce livre extraordinaire qui s'appelle « Les carnets du sous-sol ». Je crois que je me souviens par cœur du début. Je suis un homme malade, je suis un homme méchant, un homme repoussoir, c'est comme ça que je suis. Je dois avoir quelque chose, j'ai mal au foie. Ah oui, ça provoque de l'ironie, mais c'est une ironie qui met tout de suite un peu mal à l'aise, parce que plus cet homme va exprimer comment il se voit lui-même, comment il voit les autres, et plus
on est persuadé, oui, qu'il vit le mal, qu'il est pris par le mal. Alors, voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais je voudrais me concentrer davantage sur mon sujet, c'est-à-dire vous proposer quelques ouvertures littéraires à partir de ma compréhension du processus massacre. Je dis bien ma compréhension, ma tentative de compréhension, puisqu'il est évident que ces phénomènes sont si obscurs, si dérangeants, qu'on n'arrivera jamais à tout comprendre. Et je voudrais y revenir à la fin. Je donnerai cette définition du massacre, liminaire, pragmatique, si j'ose dire, inspirée de la sociologie de l'action collective. Je définirai le massacre comme une forme d'action, le plus souvent collective, donc de destruction de non-combattants. Le plus souvent collectif parce qu'on massacre rarement tout seul. Oui, il peut y avoir eu des cas là, dans l'actualité récente où, d'individus qu'on appelle des loups solitaires. Mais c'est rare. Prenez l'affaire Mohamed Merah, par exemple, à Toulouse en 2012. On pensait qu'il avait agi seul. Non, il y avait une sorte de micro-réseau autour de lui. Et très souvent, c'est ce qu'on découvre. Donc, oui, collective, de destruction, non, c'est pas seulement tuer, c'est souvent violer, détruire les récoltes, détruire les maisons. Les Khmers rouges parlaient de détruire l'ennemi, pas de tuer l'ennemi. Et des non-combattants, parce que cela implique aussi non seulement de tuer des femmes, des enfants, des personnes âgées, mais aussi des hommes qui ont été désarmés, donc des non-combattants. Et d'ailleurs, pour faire référence au XIXe siècle, Chateaubriand a reproché à Bonaparte d'avoir fait massacrer des soldats syriens lors de sa campagne d'Égypte, dans ses mémoires d'outre-tombe. Et puis plus récemment, on a, je pense tous en mémoire en Europe, le massacre de Katyn des officiers polonais par le NKVD soviétique. Donc voilà cette définition de base, cette définition générique que je vous donnerai du massacre. Alors, comment en arrive-t-on là? Comment même peut-on évoluer dans une société du massacre à un processus plus global, plus complexe, qu'on va appeler ou non génocide? Comment va-t-on évoluer vers un processus génocidaire? Heureusement, ce processus est incertain, aléatoire. Il n'y a pas de détermination. Il n'y a aucune détermination, aucun déterminisme au massacre. Et donc, il faut garder une vision ouverte de l'histoire. Je pense à notre collègue Arlette Farge, avec qui je suis entièrement d'accord, quand elle dit qu'écrire l'histoire, c'est ouvrir le champ des possibles, en évitant toute interprétation simpliste, déterministe du passé. Donc, oui, gardons cette idée qu'on est dans une option que peut prendre à un moment ou à un autre une société. Et s'il fallait faire une première référence littéraire à cet égard, j'évoquerais le livre de Erich Emanuel Schmitt, La part de l'autre, qui présente deux Hitler. Un Adolf Hitler qui réussit le concours des beaux-arts à Vienne et va devenir un peintre célèbre. Et puis l'autre Hitler qui est devenu ce que nous savons. J'ai trouvé fascinant et extraordinaire cette mise en parallèle de deux destins, de deux trajectoires, dont l'une est totalement imaginaire, mais qui est particulièrement convaincante, même si on est dans l'histoire-fiction. Alors, si on réfléchit à ce processus, eh bien, ce dont je voudrais vous parler, c'est de l'archéologie imaginaire du massacre. Et
pour le présenter, j'évoquerai cette idée de grammaire, justement, pour vous faire un clin d'œil. Parce qu'on réfléchit à ce moment-là sur des éléments déterminants, peut-être, en tout cas, qui donnent une intelligibilité à ce qui peut advenir, et qui constitue en quelque sorte une structure dynamique, une structure élémentaire, pouvant déboucher vers ce que j'ai appelé massacre. Et en faisant cela, il revient aux chercheurs de réfléchir à sa position, car dans cet champ de pensée, il n'y a pas vraiment d'école, tellement cet objet est monstrueux. Et donc vous êtes nécessairement en train de rechercher votre position analytique. Et la première, qui vient à l'esprit, elle consiste à se déprendre du langage commun ou des réactions émotionnelles qu'on peut trouver, en particulier chez les journalistes. Pourquoi tuer des femmes, des enfants, etc. C'est scandaleux. Donc on est pris justement par l'émotion. Or, nous autres, qu'on soit historiens, en sciences politiques, en sociologie, etc., nous pouvons assez aisément montrer, après enquête, que ces événements qu'on appelle massacres procèdent d'un calcul, procèdent d'une stratégie, procèdent d'une tactique, procèdent d'objectifs qui consistent, 1, à vouloir conquérir le pouvoir, 2, à vouloir gagner la guerre, à déstabiliser un pays, à vouloir conquérir les richesses, etc., etc. Donc vous allez faire ressortir la rationalité de ces actes de violence extrême. Ou aussi, ne l'oublions pas, à déstabiliser un pays, à le terroriser. Je pense, par exemple, à l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis, ou à ce qui s'est passé en France avec le Bataclan et autres événements qui vous sont en mémoire. Donc si on prend cette logique de la rationalité, eh bien, vous allez vous dépendre de ces représentations courantes qui consistent à considérer que telle religion, telle ethnie, tel groupe est responsable de la violence. Par exemple, à un Indien hindou avec qui je discutais, il me dit « les musulmans ont la violence dans le sang ». Ah! Et comme je sais un petit peu l'histoire de l'Inde, je dis « mais que pensez-vous des massacres entre hindous et musulmans au moment de l'indépendance ?» On fait des centaines de milliers de morts. Alors les hindous ont aussi la violence dans le sang. Il n'a pas su trop quoi me répondre. Autre remarque dans ce domaine, l'Afrique. L'Afrique, ce serait, on en parle souvent, le lieu des atrocités, etc. Un ami avec qui j'ai été en Centrafrique, à Bangui, a été particulièrement marqué par les atrocités qu'il a vues sur place depuis 2012. Scalp, lynchage, etc. Et en discutant autour de lui, certains ont dit « Ah, mais c'est l'Afrique ». Or, il est féru de littérature américaine. Il a lu John Steinbeck, il a lu William Faulkner, il a vu comment les colons américains ont traité les Indiens d'Amérique. Eux aussi, ils ont fait des scalps, eux aussi, ils ont fait du lynchage. Donc, je trouve particulièrement intéressante l'exercice de la littérature, l'apport de la littérature pour justement remettre en cause ces clichés qui relèvent soit de la religion, ou soit de l'ethnisme, ou soit de la race. Voilà une première approche qui fait donc qu'on va réfléchir sur la rationalité des violences extrêmes qui conduisent un État à utiliser ce processus de violence pour garder le pouvoir. Et ceci dans une continuité historique. Réfléchissez sur la Syrie. Monsieur
Al-Assad a utilisé le bombardement chimique et autres pour mettre fin à la résistance qu'il connaissait dans ce pays. Mais il ne fait qu'appliquer les méthodes du père qui, en 1982, donc Hafez el-Assad, a utilisé les mêmes méthodes pour réprimer la révolte de Hama, et qui a fait à peu près environ 20 000 morts. Donc, vous voyez, on est loin de représentations simplistes de la violence. Mais si on en reste à ce niveau-là, il est possible qu'on se trompe, parce que, et c'est ma deuxième axe, c'est ma deuxième logique d'interprétation du massacre, et là c'est le psychologue qui va parler, quand on analyse les discours des acteurs, si on se penche sur les discours des acteurs, voire des exécutants, on voit bien qu'il y a des éléments, on va dire, de paranoïa, de représentation d'un autre, vu comme le mal, le démon, le diable, le terroriste, etc. Donc, cette dimension, on va dire, presque psychopathologique, ne peut pas être complètement annulée. D'ailleurs, le grand historien sur le génocide des Juifs, Saul Friedlander, parle du délire paranoïde du nazi. Est-ce qu'on peut réfléchir sur ce lien entre rationalité et folie? Oui. Oui, d'une certaine manière, parce que beaucoup de témoignages de victimes, survivants, disent « c'est comme si les hommes étaient devenus fous ». Et le grand texte, témoignage, mais qui a une valeur littéraire, de Primo Levi, c'est un homme, pose explicitement la question. Il y a quelque chose de fou à Auschwitz. Le journaliste Jean Hesfeld, qui a fait 3 beaux livres sur le Rwanda, Dans le nu de la vie, Une saison de machette, La stratégie des antilopes, souligne que le Kinyarwanda s'est enrichi, si j'ose dire, d'un terme qui veut dire le vent de folie. Donc, cette dimension-là est à prendre en compte, d'autant plus que dans l'exercice de la violence, dans l'exercice de la guerre, vous voyez comme une sorte de montée aux extrêmes en termes de pratique des atrocités. Ce camp commet des atrocités et l'autre va répondre de la même manière pour montrer qu'il en est aussi capable. Et tout cela, bien sûr, sur le dos des populations civiles. Donc vous êtes dans une sorte de miroir de destruction, comme on a souvent parlé en histoire, qui peut faire penser à la violence mimétique, au désir mimétique chez René Girard, étudié en particulier à partir du théâtre de Shakespeare. Ceci dit, en allant dans cette direction de la folie, vous risquez de vous tromper, puisque nombre d'études le montrent, la majorité des exécutants de ce type d'action sont terriblement normaux. Bien sûr, on va trouver peut-être des pervers sexuels, des sadiques, mais ce sera une infime minorité. Nombre de travaux le montrent. Je pense bien sûr au grand livre de l'historien américain Christopher Browning, Des hommes ordinaires, qui montre comment un bataillon 101 de la police allemande, des hommes trop vieux pour faire la guerre en Russie, vont être recrutés dans un bataillon de police et vont tuer à la chaîne les Juifs en Pologne, 33 000 de leurs propres mains et 48 000 en les faisant déporter à Treblinka, si ma mémoire est bonne. Puis les études de psychologie vont montrer aussi la même chose que celle de Stanley Milgram, de Zimbardo, etc., etc. Alors, il s'agit de prendre en quelque sorte en compte à la fois cette dimension du rationnel et du supposé irrationnel de ces actions, ce que j'appelle la rationalité délirante du massacre, la rationalité délirante des violences extrêmes, mais en gardant toujours l'idée que ceux qui sont impliqués dans ces actions
nous ressemble. Quelle est l'œuvre littéraire qui me parle le plus, puisque c'est l'exercice que je me suis donné dans ce séminaire? Eh bien, c'est celle du Marquis de Sade. J'ai attendu assez longtemps avant de me mettre à lire Sade, mais c'est en lisant les mémoires d'un résistant allemand qui porte un nom français, Jean Améry, que je me suis décidé à lire Sade. Puisque lui-même, ayant été torturé par les nazis, disait que finalement, ce n'est pas la psychologie qui l'avait le plus marqué pour comprendre la manière dont se comportaient les bourreaux, mais la philosophie du Marquis de Sade. Alors, qu'ai-je découvert en lisant Sade? Certainement pas un traité sur l'érotisme ou la pornographie. Non, j'ai lu Sade comme une méditation, une réflexion, une monstration de la violence la plus totale, qui finalement aboutit à détruire les corps. Et ça recommence, et ça recommence. Or, à aucun moment, Sade, lisez-le, ne dit que les hommes qu'il décrit, certes comme des monstres, sont fous, ils sont normaux. Oui, ils sont habités par le lucre, par la cupidité, par l'égoïsme, par la jouissance du pouvoir, mais sur le fond, ils sont normaux. C'est donc cette littérature, qui est d'ailleurs un peu répétitive, que je rapprocherai de ce second axe, définissant ce que j'appelle ma grammaire du massacre. Et puis il y a malheureusement, enfin, pas malheureusement, un troisième axe qui est contraint par le raisonnement, qui consiste à vouloir sortir de cette approche, vous voyez, rationnelle, irrationnelle, normale, pathologique, pour évoluer vers une troisième posture qui consiste en fait, alors vous sentez qu'elle a ma préférence, mais ça ne signifie pas que les deux autres soient annulés. C'est plutôt une articulation entre ces trois dimensions qui me semble intéressante. Je définirais le massacre, avant qu'il devienne cet acte atroce, comme un processus mental. Ça se joue dans nos têtes. C'est-à-dire que cela se joue à travers des représentations collectives d'un autre à marginaliser, à stigmatiser, à persécuter, à violer, à expulser, à tuer en partie ou en tout. Les deux disciplines qui me semblent les plus à même, parmi les plus à même d'étudier ce processus sont, de mon point de vue, l'histoire et l'anthropologie. Mais il y en a bien sûr d'autres. On pourrait la rapprocher de cette notion de radicalisation que nous entendons aujourd'hui, dont se gargarisent les hommes politiques, les journalistes, etc. Oui, il y a quelque chose de la radicalisation. On est dans un processus mental, effectivement, mais toute radicalisation ne conduit pas nécessairement à la violence. Donc, je ne suis pas sûr que cette expression soit très facilement manipulable par les chercheurs, et elle fait beaucoup de discussions d'ailleurs. En revanche, parler de processus mental, c'est évoquer un espace où l'imaginaire et le réel vont être imbriqués. Vous voyez, je vous parlais de la représentation délirante des Juifs. Ben oui, c'est ça. Les Juifs ont une traduction millénaire, mais les nazis vont donner une représentation délirante, fantasmatique. Les extrémistes Hutus au Rwanda vont, alors qu'ils vivent depuis longtemps sur les collines avec les Tutsis, vont avoir une représentation fantasmatique des Tutsis. Eh bien, approcher le massacre, c'est
toucher à cette alchimie qui va imbriquer réel et imaginaire, qui va imbriquer peur, ressentiment, idée de grandeur et de revanche. Alors, je vous parle là d'un noyau, vous voyez, d'un noyau symbolique. Mais comment ça marche? Comment ça peut prendre? Heureusement, il y a des discours incendiaires qui n'enflamment pas grand-chose. Pas de déterminisme, donc. Mais il se trouve que dans certaines circonstances, ça peut prendre. Quand un pays est en crise, bien entendu, nous parlons de pays qui vont mal, où il y a beaucoup de chômage, où les jeunes ne trouvent pas de perspective, où les institutions peuvent être en crise, où il y a beaucoup de réfugiés, où la guerre n'est pas loin. Notez, toute coïncidence avec notre situation présente est pure... Et dans ce contexte, vous avez ce que nous appelons des entrepreneurs identitaires. Alors, ils exercent tous une profession de l'esprit. Ils sont professeurs, ils sont prêtres, enfin religieux, ils peuvent être artistes, ils peuvent être écrivains, ils peuvent être journalistes. Et que disent-ils? Nous sommes dans une situation difficile, n'est-ce pas? Nous le vivons tous les jours. Mais si on commençait par croire en nous, en notre peuple, en notre nation, en notre religion, en notre langue, eh bien, ça irait mieux. Et de plus, il faudrait se débarrasser de ces gens-là. Ces gens-là qui n'ont rien à faire dans notre pays. Donc, vous allez avoir, ou qui sont suspects, vous allez avoir ce qu'on appelle une polarisation identitaire entre un eux et un nous. Et c'est une manière de lire le malheur du peuple. Alors, ici, il faut parler de littérature, puisque la littérature n'est pas simplement pour mettre en lumière les tréfonds de l'âme humaine. Elle peut être aussi utilisée dans ce type de combat. Je pense, par exemple, s'agissant des Balkans, on le connaît peu ici, mais c'est un écrivain très connu dans les Balkans, c'est Dobrica Košić. On l'a appelé le Tolstoï des Balkans. Ça a été un opposant presque de la première heure à Tito. Et lui voulait restaurer la grandeur de la nation serbe, de l'âme serbe qui était diluée dans tout l'espace yougoslave. Voilà l'exemple d'un entrepreneur identitaire qui s'est servi de la littérature pour cela. Un de ses plus grands livres, c'est Le Temps du mal. Tiens donc. Donc, voilà, vous avez ce nous-là qui se forme contre un autre qui est perçu comme dangereux, en trop nombreux. Vous avez deux figures de l'autre ennemi. C'est l'autre en trop et le suspect. L'autre en trop, il est universel. Ça dépend des pays. Mais il est trop grand, il ne parle pas la même langue que nous, il n'a pas la même couleur de peau que nous, il n'a pas la même religion, il est en trop grand nombre. C'est un trop quantitatif aussi. Il a tendance à pulluler. Et là, vous allez avoir des images animalières qui vont arriver. Le rat, les concrelats, les insectes, etc., etc. Regardons l'histoire de notre pays. Dans la littérature, bien sûr, nous avons des exemples dont on a d'ailleurs parlé récemment. Par exemple, l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, avec ses deux livres, L'école des cadavres et Bagatelle pour un massacre. Si je m'en souviens, je vous dirais une des phrases de l'école des massacres. Les Juifs, afro-asiatiques, parce que demi-nègres proche-orientaux, forniqueurs déchaînés, n'ont rien à faire ici, ils doivent foutre le camp.
Boum. Cette phrase est intéressante parce que vous avez déjà les clichés que j'évoquais tout à l'heure par rapport à l'Afrique. Et puis, bon, tous ces sauvages qui sont... Bon, les Juifs sont qualifiés donc de sauvages, etc. Mais en même temps, vous avez la sexualité qui arrive. Et puis l'idée de sa pullule. Et souvent, dans cette littérature, eh bien, vous voyez ce thème de la sexualité, de la transgression qui apparaît et que vous retrouverez par exemple dans le Stürmer, ce journal populaire allemand des années 20, au début de la montée des idées de Hitler en Allemagne. Donc voilà une autre littérature, n'est-ce pas, qui est une littérature de polarisation, de passion, d'exclusion, qui peut être brillante. Et Céline avait certainement une audience dans ce pays. Je passerai sur le figure du suspect parce que, bon, il faudrait encore beaucoup développer. Lénine parlait du suspect dans la révolution bolchevique comme des insectes. Hein, il faut, voilà, le pire de nos ennemis est dans nos rangs. Bonjour l'ambiance. Peut-être qu'en termes littéraires, l'œuvre qui va le plus mettre en valeur, en relief cette vision du totalitarisme qui va se retrouver surtout ensuite chez Staline, c'est 1984 de George Orwell. Bon, mais je vais passer sur tout ça parce que cette polarisation identitaire, c'est qu'un élément. Vous avez deux autres thèmes imaginaires qui sont très importants et qui vont être mis en musique. C'est celui de la pureté. Dois-je vous expliquer qu'on a beaucoup massacré dans l'histoire au nom de la pureté et de la conception d'un autre perçu comme impur? Et là, on pourrait retrouver encore René Girard et l'anthropologie. Et puis le troisième thème, c'est celui de la sécurité. Ce « eux » et ce « nous », ils sont en confrontation. Il y a cette peur qui existe dans cette société, n'est-ce pas? Et cette peur, on la concentre, on la focalise sur un autre perçu comme l'ennemi. Donc il va falloir vraiment prendre les moyens pour s'en débarrasser. Et donc le discours de haine va naître de ce sentiment de peur. Et il va y avoir une relation dialectique entre haine et peur. Et l'un des plus beaux textes que je connaisse, qui met en relief la peur et la haine, c'est celui de Georges Bernanos, Dans les cimetières sous la lune, au moment de la guerre civile espagnole, entre 1936 et 1939. Et si ce dilemme de sécurité conduit à l'incandescence, eh bien, il faut y aller. C'est-à-dire que le criminel se présente déjà comme innocent de son crime, puisqu'il faut éliminer cette menace. Et il n'a pas d'autre moyen que d'éliminer cet autre, vu comme une entité essentialisée. Et on ne voit plus les individus, on ne voit plus les hommes, on ne voit plus les femmes, on ne voit plus les enfants. Voilà ce noyau constitutif, de mon point de vue, symbolique, qui va possiblement conduire à un massacre. Mais attention, je suis encore dans un processus. Et là, je vais passer très vite, parce que je n'aurai pas le temps, et je pense que je vais être trop long. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la dimension du politique, du rôle de l'État. J'ai longtemps pensé qu'on tuait à l'avance avec des mots. Oui, on peut tuer symboliquement, mais il faut que cette idéologie soit incarnée par une instance politique qui la porte. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est à travers l'État que ces idéologies peuvent être engagées dans un processus de destruction. Il faudra prendre aussi en compte la guerre, un contexte international particulier. Je passe sur tout ça. Je viens au dernier point, c'est-à-dire la question du passage à l'acte, qui a souvent été en fait traité dans la littérature. Le passage à l'acte de massacrer dans la guerre, d'ailleurs, bien sûr. Nos anciens de la guerre de 14 ont utilisé le mot de massacre
pour parler de ce qu'il arrivait sur le champ de bataille. C'est Antoine Pro, le grand historien Antoine Pro, qui me l'a fait remarquer. Et vous avez des œuvres comme les Croix de bois de Roland d'Orgelès ou À l'Est, rien de nouveau de Marianne Strass, qui le montrent abondamment. Mais je voudrais me situer à un niveau plus simple. C'est-à-dire que tous mes travaux ont tendu à montrer que c'est à travers le groupe qu'on se transforme en tueur de masse. L'individu dans le groupe subit comme une métamorphose. Et cette métamorphose, elle peut partir d'une bande de copains, d'amis, d'un village, de voisins, dans un contexte particulier, bien sûr. Lisez, par exemple, le beau livre Le petit pays de Gaël Faye, qui se situe à la frontière entre le Burundi et le Rwanda. C'est la guerre, c'est les années précédant le génocide au Rwanda, vues à travers les yeux d'un enfant de 10-12 ans. Il est avec sa bande d'amis, et puis ils vont être percutés par toutes sortes d'événements autour d'eux, et finalement, ils vont se trouver engagés, engrenés dans des milices. Et ces milices vont participer au génocide. Voilà un exemple très simple. Vous avez aussi des historiens qui ont essayé de traduire de manière littéraire un massacre. Je pense à Alain Corbin, par exemple, avec Le village des Cannibales, à partir d'éléments historiques. Son texte a, à cet égard, un certain caractère littéraire. Vous avez aussi un historien peu connu chez nous, c'est Christophe Jacobi, qui a fait un livre très intéressant sur un massacre d'Apache au XIXe siècle par les colons américains et les Mexicains. Dans toute cette série d'œuvres littéraires, n'oublions pas l'Iliade. L'Iliade est riche, si j'ose dire, de massacres contre les Troyens et les autres, enfin bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont présentés comme la furie, c'est-à-dire c'est les combattants qui ne peuvent plus se retenir en quelque sorte, qui vont violer, qui vont détruire les habitants d'une cité. Furie, folie, orgie, tout ça finit par aller dans le même sens, en quelque sorte. Voilà ce qui peut arriver. Et en littérature, il me semble que parfois, on irait vers ce que j'appellerais une esthétique de la cruauté. Il y a un certain style littéraire qui se délecte de cette narration des horreurs, alors qui peut être à des fins politiques, et les Serbes sont particulièrement très bons dans l'esthétique de la cruauté. Je pense à un auteur comme Vuk Drašković, un livre qui s'appelle Le couteau, qui commence par un massacre d'une famille serbe au moment d'un Noël orthodoxe par les Croates. Bon. Mais il peut y avoir aussi une sorte, j'ai l'impression, d'exercice littéraire chez certains qui consiste à se délecter en quelque sorte de cette description d'horreur. Et puis, pour aller au terme, eh bien, vous avez une littérature qui devient insoutenable. Je pense, par exemple, à Jonathan Little, Les Bienveillantes. Je connais des lecteurs qui n'ont pas pu terminer ce livre. Alors, je vous rappelle que c'est les supposées mémoires d'un officier SS qui raconte ce qui s'est produit sur le champ à l'Est. Alors, où il y a bien sûr la violence, le sexe, tout ce que je vous ai raconté, et en plus, il y a la professionnalisation du métier de tueur de masse. Et certains n'arrivent pas à finir ce livre, tellement il est insoutenable. Donc, c'est une littérature qui s'inspire de faits historiques et qui fait qu'elle atteint l'impossible. Et donc, je m'arrêterai là pour simplement repérer que même après avoir travaillé des années sur ce sujet, j'ai une position parfois d'incompréhension. Et je pense à votre
travail sur Montaigne, dans lequel vous disiez que la dernière leçon, le dernier texte, c'était pour faire une sorte d'éloge de l'ignorance. Alors, pas l'éloge de la bêtise, mais l'éloge d'une ignorance savante, c'est-à-dire qu'à traverser les savoirs, on n'a que des demi-savoirs. Eh bien, je me reconnais parfaitement dans cette posture, et c'est pourquoi je reste devant vous dans une position de modestie face au trou noir de notre propre barbarie. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait parcourir cette grammaire du massacre. Et bien sûr, je recommande le livre, hein, Purifier et détruire, où on a tout le fond historique des comparaisons entre les trois fils de massacre que j'évoquais. Mais vous avez mis plutôt l'accent avec nous aujourd'hui sur la littérature. Alors peut-être qu'on peut revenir sur cela d'abord, cette responsabilité des clercs sur laquelle vous avez insisté et d'œuvres littéraires qui ont contribué à cette consolidation de ce noyau identitaire indispensable à l'exercice de la violence et du massacre. Et peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus de ce romancier Košick, hein, à qui vous faites jouer un rôle déterminant. Enfin, déterminant, je n'emploie pas ce mot puisque vous l'avez voulu l'éviter. Un rôle, en tout cas, important dans l'émergence de ce discours national indispensable. Parce que ce que j'aimerais aussi entendre, c'est au fond la dimension de résistance à ce discours. Comment peut-on résister, et dans des cas comme celui-là, pourquoi l'absence de résistance? Alors, s'agissant de Dobriša Košick, il n'est pas le seul à avoir produit des œuvres littéraires qui célèbrent l'âme serbe. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire à la suite de la mort de Tito en 1981, la Yougoslavie commence à connaître une période d'incertitude. Tito avait refusé qu'on parle des massacres commis par les Serbes contre les Croates, ou les Croates contre les Serbes, ou contre les musulmans, etc., pour maintenir l'unité nationale. Et donc, tout cela a marché jusqu'à la mort de Tito, encore que Košick était un principal opposant à Tito et voulait eh bien, redonner l'honneur aux Serbes. Une des phrases de ses préférées, c'était « Les Serbes sont vainqueurs dans la paix et sont perdants. Les Serbes sont vainqueurs dans la guerre et sont perdants dans la paix. » Alors, ce qui est important, c'est que Košick s'est rapproché de Milosevic. Il le voyait donc celui qui a pris la reine, hein, les reines en Serbie. Je pense que ça parle à tout le monde. Mais en fait, Košick ne voulait pas l'épuration ethnique. C'est-à-dire qu'il a créé, vous voyez, c'est ce que j'appelle un cadre de sens. Il a créé un cadre de sens du nous les Serbes, réunir les Serbes, mais il s'est expliqué plusieurs fois pour dire que non, il ne voulait pas que ça passe par l'épuration ethnique, le massacre de Srebrenica, etc. Donc c'est une responsabilité d'intellectuels qui, à un moment, cristallise dans un pays une forme de pensée qui va être utilisée ensuite par d'autres, en particulier par l'Église orthodoxe, hein, pour aller plus loin. S'agissant de la résistance, alors là, ce serait toute une autre intervention. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là. La résistance, d'abord, ce serait de produire un contre-discours. Ce serait de produire un autre lexique de référence
qui pourrait aider les personnes et les populations d'un pays à se reconnaître dans une autre perspective. Mais, par exemple, pour se situer dans le cadre de la Yougoslavie, le discours nationaliste était terriblement attractif. Et en fait, tous ceux qui voulaient aller dans une autre direction, à l'époque, n'arrivaient pas à faire de l'audience. Cela dit, il faut garder à l'esprit que quand ces violences commencent, eh bien, vous avez toujours des personnes qui essayent de sauver. Alors, évidemment, les journalistes vont intéresser à ce qui est visible, et souvent, ce sont les cris, les flammes, les bombes, etc. Mais il faut toujours aussi garder à l'esprit que dans le secret des maisons, des gens essayent d'aider. Et vous avez la petite fille de Tito qui s'appelle Slevatna Broz, que j'ai rencontrée, qui a écrit un livre qui s'appelle Des gens de bien au temps du mal, qui, pendant la guerre en Bosnie, a fait des centaines de kilomètres pour recueillir des témoignages de personnes de Serbes qui aidaient des musulmans à échapper à la violence ou des Croates. Et donc, c'est ce que j'ai aussi étudié dans le cas de la France, puisque s'agissant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la déportation des Juifs de ce pays, j'ai beaucoup travaillé sur cette question, donc dans Purifier et détruire. Donc 25%, on le sait bien, des Juifs en France ont été exterminés, mais les 3/4 ont survécu. Pourquoi? Comment ça s'est passé? C'est justement ce qui m'a absolument fasciné dans ce travail, à lequel m'avait encouragé Simone Veil, d'ailleurs, à l'époque. Et les fils sont compliqués. Mais il faut garder qu'il y a une autre scène. Voilà, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est la scène de la violence. Mais il y a une autre scène de l'entraide et de la solidarité qui peut être parfois efficace et de façon silencieuse. Et d'ailleurs, je vais terminer là-dessus, puisque c'est une référence poétique, je crois que c'est Apollinaire, la bonté, cette contrée immense où tout se tait. Je pensais aussi à un autre élément que je voudrais pouvoir évoquer, c'est ces témoignages, par exemple, dans le livre de Christophe Browning, où il souligne combien ceux qui refusaient de participer au massacre n'avaient pas de sanctions particulières. C'est-à-dire que le refus de massacrer était possible individuellement. Et pourtant, la participation au massacre est massive. Et oui, mais ça, c'est l'énigme du nazisme et de l'implication, du consentement d'un peuple à ce qui est en train de se produire. Alors là, beaucoup de travaux portent sur cette question Vous savez, il faut toujours aussi penser à un autre événement qui est, avant l'extermination des Juifs, l'euthanasie des malades mentaux. L'euthanasie des malades mentaux commence dans le secret en 1938, si ma mémoire est bonne. Et c'est eux qui ont subi les premières expériences par le gaz. Or, cela finit par se connaître, les familles voyaient disparaître leurs enfants, atteints d'épilepsie ou de maladies de façon qu'on ne savait pas soigner. Et finalement, il y a eu une protestation d'un évêque en 1941. Il y a eu d'abord des protestations de pasteurs, mais confidentielles, rapportées donc au gouvernement. Et puis un évêque a pris la parole en 1941, Van Galen. Or, c'est la première fois que les nazis vont reculer devant une parole publique d'un évêque, dans la mesure où il pouvait susciter une opinion critique. Et Goebbels le dit lui-même dans son journal. On a donc cette protestation qui s'est faite pour contre l'euthanasie des malades mentaux, qui a été arrêtée
ne s'est pas fait pour les Juifs. Voilà. En revanche, un autre point, cette non-punition pour ceux qui ne voulaient pas participer au génocide, on ne va pas le trouver au Rwanda. Hein. Non. C'est ça, là, ceux qui ne participent pas mettent leur vie en danger, de mort. Ah oui. J'aimerais bien peut-être revenir aussi sur ce livre d'Améry, que Jean vous avez Améry. évoqué rapidement, voyant dans Sade une sorte d'explication ou de référence possible, et l'usage, enfin vous reprenez, oui. vous adoptez cette thèse. C'est lui qui m'a fait découvrir Sade. Jean Améry, je conseille à tous de lire Par-delà le bien et le mal. C'est son texte de mémoire par rapport à l'expérience de la torture. Dans la mesure où on peut penser que la psychologie peut aider à comprendre les logiques de la violence contre les corps, de la violence contre la torture, etc. Il y a beaucoup de travaux, d'ailleurs, qui ont porté sur ce sujet. Mais lui, à partir de sa propre expérience, dit c'est Sade qui m'a donné les clés de compréhension. Et je dois dire que j'étais presque à la fin de Purifier et détruire. Et j'ai lu Sade, en particulier Justine ou les malheurs de la vertu, pour me dire qu'on se demande tout le temps mais qu'est-ce qu'ils pensent les bourreaux au moment d'agir, etc. C'est dans Sade. C'est même répétitif. Ils disent toutes les raisons pour lesquelles ils vont faire subir telle ou telle violence à telle ou telle victime. Donc, Sade est inspiré par La Fontaine. Vous savez, la maxime de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Il décrit comment ça se passe quand il y a l'impunité. La littérature de Sade, c'est celle de la transgression absolue. Tout est possible. Du point de vue générationnel. Et j'ai trouvé en Sade parce que c'est une succession de scénettes, n'est-ce pas, quelque chose qui m'a fait frémir. C'est-à-dire, il décrit la manière dont un père médecin torture sa fille avec un autre collègue médecin pour faire faire une sorte de test médical, expérimental, etc. Et elle va mourir. Mais c'était 150 ans avant Mengele, à Auschwitz. Hein. Et encore, Mengele, il ne l'a pas fait sur ses propres enfants. Donc il y a quelque chose de visionnaire dans cette philosophie de Sade, dans cette description de personnages. Et c'est pourquoi je me reconnais dans ce que a dit Jean Améry. Et c'est la seule œuvre. Oui, j'ai pas lu tout, j'ai pas pu. Non, mais il y a pas. C'est l'œuvre. De Jean Améry. Non, la référence. Vous faites de Sade une œuvre unique de ce point de vue. Non, bien sûr. Là, je parle dans la littérature. C'est celle qui me vient le plus à l'esprit. Il y a les Bienveillantes aussi de Jonathan Littell. Vous avez cité les Bienveillantes tout à l'heure. Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas visionnaire. Ça, non, c'est pas visionnaire. Non, pour moi, c'est Sade, oui. Sade, vous dites, c'est visionnaire. Oui, c'est visionnaire. De Littell, on ne pourrait pas dire ça. Non. John Littell, c'est plutôt... Il a une grosse expérience d'humanitaire, il reprend tout ce qu'il a vécu, et puis il a beaucoup lu sur la Shoah. Il fait parfois des erreurs, d'ailleurs, mais ce n'est pas la même chose, non. Ce qui est visionnaire, c'est aussi l'Iliade, d'une certaine manière. L'Iliade. Mais oui, parce que dans l'Iliade, il y a la fureur, il y a la folie, c'est ce que je vous disais. Ou la Bible. Ou la Bible. Ou l'abîme, oui, c'est ça. Et puis, il y a la réciprocité à la René Girard, entre les Troyens et les autres, etc. Donc, mais c'est un poème lyrique, l'Iliade, tandis que ce que fait Sade, c'est de l'imagination, quand même.
C'est une œuvre imaginaire. Mais écoutez, je ne suis pas non plus un grand spécialiste de la littérature. Je ne sais pas, ça doit vous... Non, mais ces références sont présentes dans votre livre. Oui, bien sûr. Il est question... Enfin, peut-être qu'il y en a une qui m'a échappé. Vous avez évoqué Bernanos, hein, les grands cimetières sur la Lune. Je ne sais pas si c'est dans le livre. Mais... Oui, c'est aussi dans le livre. Et vous l'avez évoqué, j'ai eu l'impression, comme une œuvre plutôt rédemptrice. Alors, Bernanos, c'est rédemptrice au sens où Bernanos fait un énorme effort sur lui-même, parce que son fils, d'après ce que je comprends, participe à la guerre civile, et du côté des catholiques, il me semble, bon, j'espère que je ne fais pas d'erreur, lui-même est catholique, et donc il va remettre en cause toute sa tradition catholique, du fait même que les catholiques commettent des atrocités. Donc en gros, il n'y a pas que les musulmans aussi. Peut-être une dernière question. Est-ce que ce pan de recherche est du passé pour vous, ou vous avez encore un fil de recherche sur ce... Alors, tout ce qui a suivi sur la solidarité, l'entraide reste très présent, puisque en plus je vais ressortir à la rentrée un livre qui sera inspiré du Gros, qui sera repris du Gros, mais en version plus abrégée, puisque vous ne l'avez pas signalé, mais ce gros livre de persécution et entraide fait 904 pages. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu. vu sa grosseur, et donc il y avait l'idée aussi de reprendre les remarques, les critiques, puisque ce livre a suscité beaucoup de débats. Ce livre a suscité beaucoup de débats. Je me souviens d'un numéro du débat, oui, précisément, où vos thèses étaient discutées. Voilà, et je m'honore que le dernier texte qu'a publié le grand historien Jean-Louis Crémieux-Briac, puisqu'il est décédé quelques mois plus tard, était pour défendre mon travail. Dans ce numéro. Dans ce numéro du débat. Et puis je m'intéresse aussi, bien sûr, à la radicalisation. À la question de la radicalisation. Et j'essaye, avec différents collègues, de comprendre, bien sûr, le processus dit de radicalisation. Vous avez vu combien je mettais des guillemets à cette expression. Mais en même temps... une question qui est toujours le pendant de mes travaux, c'est-à-dire la prévention de la radicalisation. C'est très médiatisé, politisé, etc. Qu'est-ce que nous, chercheurs, nous pouvons apporter de sérieux sur ce thème? Et de cette façon, je me finis, vous voyez, un peu comme un chercheur citoyen, malgré tout. C'est-à-dire que je reste présent aux émotions du monde contemporain, bien entendu, et c'est certainement l'attaque du Bataclan qui m'a conduit à vouloir sortir de ma période historique favorite pour regarder aussi le temps présent. Eh bien, merci pour cette conclusion. Merci beaucoup.